Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est dans le cadre des conférences climat que les commissions environnement de l'ILL et l'ESRF sont honorées de recevoir aujourd'hui le professeur Nardo Vicente. Depuis 2004, Nardo Vicente est professeur émérite de l'IMBE, Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale de l'Université Aix-Marseille. Il a commencé sa carrière en tant qu'assistant en sciences naturelles à l'âge de 22 ans, en 1959. Ensuite, il est devenu maître assistant, maître de conférences et finalement professeur titulaire en 1975, et ce toujours à l'Université Aix-Marseille. De 1973 à 2021, il demeurera délégué général et responsable scientifique de l'IOPR, Institut océanographique Paul Ricard. L'IOPR est situé sur l'île des Ambiers, une petite île se trouvant entre Toulon et Marseille. Depuis 1998, il siège aussi en tant que membre de l'Académie des sciences, des lettres et des arts de Marseille. Retraité depuis 2004, il continue à plonger et à contribuer scientifiquement avec l'équipe de ces deux instituts. Un de ses domaines de prédilection est le développement et plus précisément la survie de la grande nacre dans le bassin de Méditerranée. Je suis persuadé qu'il va bien nous en parler. Il a bien entendu effectué des plongées d'études dans toutes les mers du monde depuis le début de sa carrière. De par cette longue carrière, il est de ce fait une de ces sentinelles qui peut témoigner de l'évolution du milieu marin et se baser sur plus d'un demi-siècle d'observations, d'études et de publications. Lors de sa vie professionnelle, il a croisé le chemin de grands personnages qui ont contribué à l'évolution de la plongée et de l'écologie marine. On peut nommer le commandant Philippe Taillet, un des pionniers de la plongée sous-marine en scaphandre autonome, Henri Germain Delauze, grand capitaine de l'industrie française, fondateur de la COMEX, Alain Bombard, connu par tous pour sa traversée en solitaire de l'océan Atlantique à bord d'un canot pneumatique en 1952, et Paul Ricard. Alain Bombard et Paul Ricard, tous deux sont partis en guerre pendant toute leur vie contre la pollution des mers, mais il a croisé aussi les palmes de Jacques Mayol, le premier plongeur au monde à descendre à une profondeur de 100 mètres en apnée, et bien entendu Jacques-Yves Cousteau à bord de la Calypso. Mais aussi d'autres grands scientifiques de renom comme le professeur Jean-Marie Pérez, pionnier de l'océanographie française, son maître, ainsi que le célèbre volcanologue Haroun Tazieff, avec qui il a lié une amitié très forte et ce autour des valeurs qui les reliaient, comme la nature et l'écologie. Je laisse maintenant la parole à Nardo pour une immersion dans la Méditerranée et de son écologie. Sa présentation d'une durée approximative de 45 minutes sera suivie par une session de questions-réponses. N'hésitez pas dès à présent donc à laisser votre question sur l'appli Zoom pendant la présentation de Nardo. Alors, je vais vous parler de notre chère Méditerranée qui est maltraitée trop souvent. Nietzsche disait « La Méditerranée est la plus humaine des mers ». Humaine, elle l'est par ses dimensions, mais surtout par toutes les civilisations qui sont nées sur ses rivages. Et donc, comme vous le voyez sur cette photo, c'est une partie des richesses de la Méditerranée. Cette Méditerranée qui représente par rapport à l'océan mondial même pas 1% de sa superficie totale et 0,35% du volume de l'océan mondial. Sa surface est de 2 510 000 km², c'est-à-dire 5 fois la France, et la longueur des côtes atteint 46 000 km, c'est-à-dire plus qu'un tour du monde, avec une profondeur maximale de 5 124 mètres dans la fosse de Matapan, au droit du Péloponnèse, et une profondeur moyenne de 1370 mètres. Le volume est de 3,5 millions de kilomètres cubes. C'est donc une grande baignoire par rapport à l'océan, dont le volume se renouvelle tous les 90 ans à peu près. Et c'est une mer au milieu des terres, une mer modèle dont le fonctionnement permet de comprendre celui de l'océan mondial. Et elle est enserrée dans des reliefs très tourmentés, très complexes, avec, comme on le voit sur la carte, cette
délimitation par une ligne noire des zones de fracture, des zones de séisme, de tsunami, de volcanologie. Et donc, la seule liaison avec l'océan Atlantique, c'est le détroit de Gibraltar, par où arrive l'eau Atlantique, qui est moins dense que l'eau méditerranéenne, qui arrive donc en surface, et l'eau méditerranéenne ressort en profondeur. La seule liaison avec la mer Rouge, eh bien, c'est le canal de Suez, de l'architecte Ferdinand de Lesseps. On en reparlera d'ailleurs à propos des espèces qui nous arrivent par ce canal de Suez. Et le contact entre la terre et la mer est extrêmement sinueux, avec énormément d'îles diverses dans les deux bassins. Ces deux bassins, l'occidental où nous nous trouvons et l'oriental, qui est délimité par le seuil siculo-tunisien qui plafonne à 400 mètres de profondeur. La Méditerranée est caractérisée par sa grande biodiversité. On dit que c'est un hotspot de la biodiversité mondiale. C'est une mer pourtant pauvre. Elle est dite oligotrophe. Il y a très peu de sels nutritifs qui arrivent par les principaux cours d'eau, les grands fleuves, l'Èbre en Espagne, le Rhône chez nous, le Nil. Mais souvent, ces fleuves transportent aussi d'énormes pollutions. Mais cette biodiversité est de 8 à 9% de la biodiversité de l'océan mondial et est représentée par 10 à 12 000 espèces de végétaux et d'animaux qui ont été recensés au cours du temps, comme 650 espèces de poissons, par exemple, dont les 3/4 vivent dans les 50 premiers mètres de profondeur. En effet, c'est sur le proche littoral et sur le plateau continental jusque vers 100-150 mètres de profondeur que s'installe le maximum de vie. Mais c'est là aussi, hélas, que se manifestent toutes les nuisances et les pollutions de notre civilisation. On a dénombré donc 650 espèces de poissons, dont les 3/4 vivent donc sur ce plateau continental, sur ce littoral très très étroit. Et la répartition des espèces dans la Méditerranée est très diversifiée. En effet, la majorité, 50% des espèces, sont d'origine atlantique. La Méditerranée possède des espèces endémiques à 28%, des espèces cosmopolites que l'on peut trouver dans l'océan mondial, 16%, et de plus en plus, des espèces d'origine indo-pacifique. Ce sont ces fameuses espèces dites lessepsiennes qui nous arrivent de la mer Rouge par le canal de Suez. Pour les poissons, notamment, 60% sont d'origine atlantique, 18% endémiques, 10% cosmopolites et 8% donc d'origine indo-pacifique. On le voit très bien, là, cette répartition sur les cartes qui apparaissent sur la droite. Et cette biodiversité va se rencontrer à tous les niveaux du milieu marin. En pleine eau, au large, un niveau dit pélagique en pleine eau, eh bien, on va trouver d'abord des organismes infiniment petits, des micro-organismes bien entendu, mais surtout du plancton. Le plancton se divise en plancton végétal et en plancton animal. Et vous avez dans les premières photos à gauche les images d'organismes qui sont microscopiques pour la plupart. En haut à droite, il s'agit d'une algue siliceuse avec une coque siliceuse, une diatomée. À droite, c'est une larve de mollusque qui vit essentiellement en mer, qu'on ne retrouve pas sur les rivages. Et en bas à gauche, une larve de crustacé. Et sur la droite, un protozoaire avec rayonnant, il est dit radiolaire. Et puis, parmi déjà les plus gros individus, les plus grosses espèces du milieu pélagique, les méduses. Alors, les méduses défraient la chronique, notamment lorsqu'elles nous arrivent sur les plages et on n'ose pas mettre un orteil dans l'eau à ce moment-là. Surtout, nous en avons une en Méditerranée, qui est très belle, Pelagia noctiluca, rose, du plus bel effet. Et ces méduses sont des méduses du large. Elles sont apportées essentiellement par les courants et par les vents dominants, et notamment en Méditerranée par les vents d'est-sud-est
qui nous les apportent sur les plages, et il y en a eu encore énormément tout récemment. Alors, on prétend que c'est la température. Non, les méduses se développent toute l'année, elles descendent même en profondeur, souvent jusque vers 300 mètres, et elles se reproduisent très vite. En 3 jours, elles émettent et des milliers, des centaines de milliers d'œufs qui se développent en 3 jours. Alors vous imaginez lorsqu'elles arrivent en masse sur les plages. Et fort heureusement, comme aujourd'hui, nous avons le Mistral qui, lui, va les chasser vers le large. Et par rapport au milieu pélagique, il existe le milieu benthique avec les organismes qui le colonisent. Le milieu benthique, c'est le milieu du fond. Donc, ces organismes vivent soit directement dans le fond, dans les sédiments, sur la roche, soit au voisinage. Il s'agit souvent de poissons benthiques que l'on appelle poissons démersaux. Et vous avez sur ces images, à gauche par exemple, des algues calcaires, très souvent, qui colonisent la roche, et à droite, des coquillages comme l'ormeau, bien entendu, ou bien alors le murex, qui est assez fréquent sur les rivages. Et parmi d'autres organismes du plus bel effet, vous avez bien sûr les étoiles de mer, et en particulier cette étoile rouge caractéristique de la Méditerranée, un échinastère. Et puis, parmi les poissons, un poisson très étrange, bien entendu, l'hippocampe, le cheval de mer, très aimé en Méditerranée, mais qui se raréfie à cause de la pollution et à cause d'autres phénomènes dont nous allons parler. Mais généralement, on trouve cet hippocampe dans les algues et dans les herbiers que je vais vous montrer tout à l'heure. Car en effet, les 2 écosystèmes clés de la Méditerranée sont l'herbier de Posidonie qui est une véritable forêt sous la mer, et à droite, les tombants rocheux colonisés par énormément d'organismes divers, c'est le coralligène. Alors, l'herbier de Posidonie est donc l'écosystème le plus important du littoral méditerranéen. Il se développait en eau claire depuis la surface jusque vers 40 mètres de profondeur lorsque les eaux étaient très claires, et malheureusement, progressivement, l'herbier a régressé à cause, bien sûr, des aménagements aberrants du littoral, à cause des pollutions. Et pourtant, c'est un milieu extrêmement important. C'est un refuge pour de très nombreuses espèces qui trouvent là un abri et donc une alimentation. C'est aussi une frayère, un milieu de reproduction pour de nombreuses espèces de poissons et d'autres organismes d'ailleurs qui servent de nourriture aux plus gros, qui servent de nourriture à ces poissons. L'herbier de Posidonie, qui est très dense lorsqu'il n'y a pas de pollution, comme par exemple encore de nos jours dans les parcs et réserves littorales, le parc national de Porquerolles dont nous allons parler, la réserve de Scandola en Corse. Eh bien, pour se développer, il n'utilise pas des graines comme d'autres végétaux, car on prétend encore, certains, notamment les pêcheurs, parlent de l'algue. Il ne s'agit pas d'une algue du tout, il s'agit d'une plante supérieure, une phanérogame marine qui, il y a 120 millions d'années, était terrestre et elle est arrivée progressivement dans le milieu marin. Et pour se reproduire, elle le fait à l'aide de tiges qui serpentent dans le sédiment que l'on appelle des rhizomes. Ces rhizomes se développent à l'horizontale et à la verticale et ils donnent naissance à la belle saison à ces frondes qui peuvent atteindre 1,50 m de hauteur et qui constituent donc cette forêt sous-marine. Et puis, il faut savoir aussi que l'herbier de Posidonie, c'est le poumon de la Méditerranée. En effet, 1 mètre carré de Posidonie produit de 10 à 12 litres d'oxygène par 24 heures, c'est-à-dire 2 fois plus
que la même surface de forêt vierge. Donc, quand on dit que le poumon de la planète, c'est l'Amazone, bien entendu, elle en fait partie, mais le plus grand poumon, c'est l'océan. C'est l'océan, car le plancton dont je parlais tout à l'heure produit beaucoup d'oxygène également. Et par ailleurs, l'herbier de Posidonie est un puits de carbone extrêmement important. Ça a été démontré il y a peu de temps encore. Et puis, bien entendu, comme toute plante supérieure, elle va fleurir. Et actuellement, à l'automne, elle produit ses fleurs, dont une est représentée en bas sur la photo de gauche. Et ces fleurs vont se développer en graines à partir du mois de mai. On dirait de petites olives, mais c'est la germination de ces graines ne permet pas de reconstituer un herbier. Donc, aujourd'hui, l'herbier a régressé considérablement à cause de nos activités, à cause du bétonnage du littoral qui fait disparaître des milliers d'hectares. Et donc, pour produire 1 mètre linéaire de ces rhizomes qui lui permettent de se développer, il faut, dans des eaux claires, 100 ans. Donc, la destruction de milliers d'hectares à l'échelle humaine, c'est irréversible. Et puis, à l'automne, actuellement, les feuilles mortes vont être rejetées sur la plage, sur les rivages, pour constituer des sortes de terrasses. Et vous en avez une en bas à droite qui persiste aux Ambiers. Nous la maintenons pour montrer ce qu'est une terrasse de laisse. Ce sont les feuilles mortes de Posidonie. Et ce milieu est extrêmement riche en organismes. Il y a eu des foules de petits organismes qui viennent trouver là un abri. Et malheureusement, au moment où la saison estivale démarre, eh bien, d'ailleurs, toutes les communes littorales le faisaient jusqu'à présent, débarrasser donc la plage de ces laisses de Posidonie, car le public trouvait ça sale, alors que ça ne l'est pas du tout. On peut poser sa serviette là-dessus, ça ne la salira pas. Et donc, les municipalités débarrassaient et envoyaient ces laisses de Posidonie à la décharge, ce qui est une ineptie totale, car les laisses de Posidonie maintiennent le sable en état, fixent le sable et empêchent l'érosion. Donc, aujourd'hui, certaines municipalités, pas toutes hélas, eh bien, débarrassent la plage au début de la saison, mettent les Posidonies mortes en retrait et ensuite, à la fin de la saison, les remettent sur la plage. Ceci empêche l'érosion, car lorsqu'il y a érosion, eh bien, chaque année, les municipalités littorales engraissaient, et le continuent à le faire pour certaines, avec du sable qui n'est pas du sable marin, c'est du sable de carrière qui va entraîner une pollution bactérienne à l'instant et qui, porté par les courants, va se déposer sur l'herbier au large et contribuer encore à sa régression. Donc, il faut protéger l'herbier de Posidonie. Nous allons en reparler. Et les tombants rocheux, qui constituent le coralligène, sont extrêmement riches en de nombreux organismes, comme vous le voyez sur ces photos, et qui permettent aussi à des poissons de venir s'abriter. Et il est représenté par des algues de toutes sortes, divers organismes, des éponges, et ces grands arbustes qui paraissent être des arbustes de couleur mauve sur la droite, c'est une gorgone, dite gorgone pourpre, constituée par un squelette chitineux, et se développent sur ce squelette des organismes qui ressemblent beaucoup à des petites méduses fixées. Ce sont des polypes, ainsi dénommés, et qui font partie d'un grand groupe comme les méduses, mais qui ne sont pas urticants, et qui font des paysages extraordinaires, très appréciés des plongeurs et des cinéastes et photographes sous-marins. Et donc, ces écosystèmes sont un refuge, comme je le disais, pour de nombreuses espèces qui sont représentées ici, des poissons, des vers, des organismes qui sont extrêmement riches en couleurs. Ce sont
les nudibranches, de petits mollusques que je connais très bien, j'y ai fait ma thèse là-dessus. Et puis, vous voyez en bas, par exemple, un petit coquillage en train de déposer sa ponte en spirale sur une feuille de posidonie. Et les poissons, des poissons caractéristiques comme ce poisson Saint-Pierre, qui est plutôt rare sur nos rivages méditerranéens et qui sont caractérisés par deux taches sur le corps. Ce serait d'abord, dit-on, la légende le prétend, l'index et le pouce de l'apôtre Saint-Pierre. Et puis, il y a les grottes sous-marines, et notamment les grottes du Parc national des Calanques, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et donc d'une extrême richesse en divers organismes. Par exemple, au plafond des grottes, on peut rencontrer le corail rouge, corail rubrum très apprécié en bijouterie. Et lorsque il est en fleur, vous voyez le squelette rouge à nu, puis lorsqu'il est dit en fleur, il est caractérisé par ces petits organismes comme les gorgones, que l'on appelle des polypes qui sont épanouis, qui sont comme de petites fleurs blanches. Et puis, la grotte la plus célèbre, bien entendu, du Parc national des Calanques, dont vous avez entendu parler, peut-être déjà visité la réplique tout près du Mucem, du musée, donc près du port de Marseille, la grotte Cosquer, du nom de son découvreur, Henri, qui était un moniteur de plongée à Cassis et qui tout seul dont été entré dans cette grotte qui débute à 36 mètres de profondeur. Les plongeurs la connaissent bien, mais nous étions jamais aventurés. Nous travaillons donc sur les tombants plutôt. Et elle remonte donc jusqu'à l'air libre sous la roche, sous les Calanques. Et c'est là que Henri Cosquer a découvert ces gravures qui remontent à 20 000 ans. Vous avez ici un pingouin, ce qui voulait dire qu'à l'époque, nous avions un milieu plutôt glaciaire. Et puis, il ne faut pas oublier les zones humides, qui sont extrêmement importantes sur l'ensemble de la Méditerranée et qui sont d'une richesse incomparable en de nombreux organismes adaptés à ces milieux. Par exemple, la Camargue, chez nous, et puis la lagune du Brusque également, où se trouve l'Institut océanographique Paul Ricard, d'où je vous parle actuellement. La Camargue est caractérisée par une végétation caractéristique, les sensuires, avec la salicorne, qui est une végétation, une plante adaptée à ces milieux, à ces marais, à ces étangs. Et donc, il y a développement d'activités traditionnelles qui s'intègrent bien à l'écosystème, car évidemment, c'est plutôt la Camargue est une île qui a été donc colonisée par l'espèce humaine. Et donc, vous avez de nombreuses activités comme la pêche, la chasse, l'élevage des chevaux, des taureaux et la riziculture qui fut lancée d'ailleurs par Paul Ricard lui-même au début de la Seconde Guerre mondiale. Et la lagune du Brusque, on peut dire que c'est un petit prolongement de la Camargue vers l'est avec une végétation comparable et avec un développement dans ce milieu particulier, c'est une fausse lagune qui est délimitée vers l'est par un récif barrière de Posidonie qui affleure à la surface et qui permet de protéger donc vers l'est la lagune du Brusque ouverte vers la Méditerranée par des passes entre des îles. Il en est de même du Tombolo de Gien, du côté de Hyères, avec ses étangs et ses marais salants. Alors, il est très important de nos jours de protéger ces espaces avec les espèces qui les occupent. Certaines zones du littoral Provence-Alpes-Côte d'Azur font déjà l'objet d'une protection, même ancienne, comme c'est le cas de la réserve naturelle de Camargue, qui a été créée en 1927. Le parc national de Porquerolles, qui est le plus vieux parc national d'Europe, créé en 1963, tant terrestre que marin. 650 hectares protégés milieu terrestre et 1 millier d'hectares en marin. Vous avez l'île de Porquerolles là, qui est représentée. Voilà, et puis le conservatoire botanique de Porquerolles, qui maintenant est géré par le parc national de Porquerolles depuis quelques années. Et lui, le conservatoire a été créé en 1979. Il en est de même du parc régional marin de la Côte Bleue,
qui a été proposé par les scientifiques en 1983 et qui a été donc créé par le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Et c'est véritablement une réserve intégrale. Tout y est interdit, sauf, bien entendu, la recherche scientifique et puis la découverte pour les jeunes scolaires de ce milieu protégé. Et puis, a été créé en 1999, vous en avez entendu parler, le Sanctuaire international pour les mammifères marins, dont vous voyez à droite la carte, hein, c'est le périmètre bleu qui englobe la Corse et qui s'étend jusqu'à la côte depuis donc hier en passant par Monaco jusqu'à la côte italienne au-delà de Gênes. Et puis, bon, a disparu sur la diapositive, bien sûr, le plus récent des 10 parcs nationaux français, le parc national des Calanques, bien entendu, très fréquenté, beaucoup trop semble-t-il. Il y a une réglementation actuelle et il a été donc créé en 2012, donc c'est assez récent. Et donc, la protection commence à faire son œuvre. Nous y travaillons beaucoup et il y a déjà le développement de nombreuses espèces qui n'existaient plus à cause de fortes activités de pêche, notamment dans le secteur. Et donc, on va protéger. Et aujourd'hui, les aires littorales protégées qui fonctionnent plus ou moins sont nombreuses autour de la Méditerranée. On en compte un petit peu plus d'une centaine, mais en réalité, il y en a 70 qui jouissent d'une véritable gestion, dont les statuts d'ailleurs de ces réserves, de ces aires protégées, sont extrêmement différents et souvent sans véritable gestion, comme je le disais. Alors, ces espaces protégés sont de véritables sanctuaires, ou doivent être véritables sanctuaires pour des espèces menacées de haute valeur matrimoniale. Et ces espèces, déjà figuraient depuis longtemps dans le livre rouge des espèces menacées du Muséum d'histoire naturelle, et qui a été créé en 1983, et elles sont présentes au niveau national, ces protections, et européennes. Il existe de nombreuses espèces végétales marines. Je parlais de la Posidonie, que l'on appelle le chien d'an marin, et vont créer des pelotes de mer lorsqu'elles se décomposent. Et que je qualifierais de sous-Posidonie, une autre plante marine, la Cimodocée, Cimodocea nodosa, que l'on qualifie de paille de mer et qui se développe par exemple dans la lagune du Brus. C'est un milieu extrêmement important pour le développement de nombreuses espèces de poissons. C'est une frayère, ce sont des frayères et elles sont protégées toutes les deux depuis le mois de juillet 1988. Et puis, de nombreuses espèces animales, des invertébrés que je connais mieux, évidemment, la patelle géante, la date de mer, la grande nacre dont je vous parlerai tout à l'heure, que l'on qualifie de jambonneau de mer à cause de sa forme, et puis une cousine, la nacre épineuse, plus petite, qui apparaît de plus en plus actuellement. Il y a aussi la grande cigale de mer qui a été exploitée par les pêcheurs qui se développaient dans la roche, la larve créant une substance acide qui permet à la larve de se mettre dans la roche, voilà, de creuser la roche et de s'y installer. Et puis, il y a l'oursin des diadèmes. L'oursin des diadèmes, lui, ressemble beaucoup à des oursins tropicaux et on le rencontre épisodiquement à grande profondeur, en plongée à partir de 50 mètres. Et puis, bien entendu, je vois quelque chose qui a disparu au-dessous. Bien entendu, c'est les mammifères marins qui sont, eux, protégés, s'il vous plaît. D'abord, je vous montre une carte, un tableau qui a été créé par l'Europe. Ce sont les invertébrés marins protégés par la loi en France, mais aussi au niveau européen par la directive Habitat Oiseaux. Et vous avez là la grande nacre de Méditerranée à gauche, c'est Pinanobilis. La patelle ferrugineuse, c'est la grande patelle de Méditerranée. À droite, la
c'est la grande nacre rugueuse ou épineuse à cause de ses écailles dans la partie postérieure. Au centre, la datte de mer. Et puis, en bas, vous avez un crustacé, la grande cigale de mer, très appréciée par les gastronomes et qui est protégée parce que s'étant fortement raréfiée sur le littoral. Et puis à droite, donc, l'oursin diadème, Parastéphanus, voilà, qui est protégé donc depuis la même époque, en 1992, comme tous ces invertébrés, mais également, eh bien, des vertébrés marins, les poissons essentiellement, et dont l'espèce emblématique de Méditerranée est le mérou, le grand mérou qui avait disparu progressivement, surtout à cause de la chasse sous-marine, car c'est une proie de choix pour les chasseurs sous-marins. Et donc, depuis 1992, le mérou jouit d'un moratoire par un arrêté préfectoral du mois de décembre 1992, mais également au niveau européen par cette directive Habitat Oiseaux. Et bien entendu, l'espèce s'était raréfiée. Vous avez là un mérou de belle taille, qui est un adulte, mais qui se développe progressivement jusqu'à l'âge de 4 ans. Le sexe est indéterminé. Et puis de 4 à 12 ans, il est femelle. Et ensuite, il va devenir mâle et terminera sa vie à l'état de mâle. Et donc, les populations avaient régressé progressivement. Et donc, avec la mise en place de ce moratoire, les populations se confortent aujourd'hui, par exemple, dans les parcs et réserves. Au parc national de Port-Cros, en 1963, lors de sa création, on dénombrait 7 mérous seulement. Puis, progressivement, à la mise en place de ce moratoire, les populations ont commencé à grandir et en 2000, au niveau d'un îlot qui est au large, qui est la véritable réserve intégrale, l'îlot de la Gabinière, on dénombrait en 2000 300 mérous. Et autour de Port-Cros, sur les 24 km du pourtour de Port-Cros, aujourd'hui on en dénombre 700. Et ces mérous, aujourd'hui, se reproduisent sur notre littoral. Et on rencontre beaucoup dans les petits fonds, même rocheux, de jeunes individus qui progressivement vont rejoindre les populations plus au large et jusqu'à 50 mètres de profondeur lorsque l'on peut y accéder en scaphandre autonome, comme c'est le cas à la réserve de Scandola où la population est vraiment très développée. Mais évidemment, certains prétendent, et en particulier les pêcheurs disent, voilà, on ne pêche plus de poulpes, on ne pêche plus de crustacés parce qu'il y a trop de mérous. Ça n'est pas vrai du tout. Il y a un équilibre qui s'instaure lorsque la chaîne alimentaire est complète, depuis les organismes du plancton jusqu'aux grands prédateurs que sont les mérous ou même les requins, car il y a de nombreuses espèces de requins en Méditerranée. Et puis, il y a les reptiles. Alors, les reptiles, eh bien, c'est en particulier les tortues. Les tortues carrettes, qui sont pourtant bien caractéristiques en Méditerranée, mais qui paient un très lourd tribut à la pollution par les sacs plastiques et aux hélices des bateaux. Alors, les mammifères marins, bien entendu, toujours émergents à la directive, mais qui font l'objet d'une protection déjà plus ancienne, en 1970. Et donc, cet arrêté stipule qu'il est interdit de détruire, de poursuivre, de capturer, et même sans intention de les tuer, les mammifères, et en particulier les dauphins qui sont de plus en plus nombreux sur nos rivages. Le dauphin bleu et blanc, par exemple, qui est fréquent et courant sur le rivage de la région PACA. Alors, je vais avancer parce que je vois que l'heure tourne vite. Donc, la gestion, la préservation en France est peu importante. On estime que c'est seulement 1,5%, avec des
pardon, excusez-moi, des règlements qui sont extrêmement variés et pas toujours appliqués. Des réserves naturelles, des parcs nationaux, des réserves de chasse de faune sauvage, des réserves biologiques, des arrêtés de protection de biotopes, des terrains de conservatoire des sites et des parcs régionaux, comme c'est le cas pour le parc régional de la Côte Bleue. Malheureusement, dans les 21 pays qui bordent la Méditerranée, si l'on dénombre aujourd'hui 75 aires marines protégées, avec une trentaine en création, par contre, les scientifiques pensent qu'il faudrait, et les politiques d'aujourd'hui actuellement, qu'il faudrait protéger 10 à 15% du milieu marin si on veut assurer durablement sa conservation. Alors, le changement climatique aujourd'hui est une réalité et il impacte toute cette biodiversité. Il est donc un dérèglement climatique qui correspond à une modification durable qui est de l'ordre de la décennie au million d'années de tous les paramètres du climat global de la Terre ou de ces divers climats régionaux. Et ces changements, bien entendu, sont dus en grande partie à des processus intrinsèques à la Terre, le volcanisme, le séisme, les tsunamis, et plus récemment, bien entendu, plus récemment, quand je dis récemment, depuis quelques décennies, aux activités humaines. Alors, l'impact de ces activités humaines est de plus en plus prégnant. C'est l'une des composantes pourtant des écosystèmes. L'espèce humaine fait partie de l'écosystème naturel, mais elle s'en est éloignée par son fonctionnement, par son mode de vie social. Et toutes les activités, je parlais des aménagements littoraux, du bétonnage du littoral, mais aussi des rejets d'eau usée, toutes ces nuisances ont un effet négatif sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Alors, je le disais à l'instant, c'est une réalité, ce changement climatique. Il n'est que se référer aux divers rapports du GIEC. Et on voit très bien que l'évolution de la température est extrêmement importante depuis les années 80 sur ce schéma, sur ce graphique. Et il en est de même des gaz à effet de serre comme le gaz carbonique. On voit très bien cette augmentation qui est presque linéaire depuis 1960 et de plus en plus importante de nos jours. Et donc, ceci va entraîner l'évolution du niveau moyen des océans, l'élévation de la mer. Et par exemple, au XXe siècle, c'était déjà plus qu'un centimètre. Et on estime qu'à la fin de ce siècle, on pourrait atteindre 1 mètre. Et si on ne met pas en place toutes les mesures qui sont proposées de nos jours. Alors, aujourd'hui, bon, le taux d'extinction de cette biodiversité des espèces est de 1000 à 10 000 fois supérieur à ce qu'il était au XIXe siècle. Et donc, les atteintes portées aux écosystèmes concernent des millions d'hectares. C'est une information de l'UICN en 2000. Et donc, aujourd'hui, eh bien, cette grande richesse biologique de la Méditerranée subit une forte pression anthropique, ce qui entraîne l'érosion de la biodiversité. Et on estime que 300 espèces au moins sont en danger d'extinction en Méditerranée. L'influence du réchauffement des eaux eh bien, va entraîner la remontée d'espèces plus méridionales depuis déjà les années 90. Ce sont, par exemple, les girelpins, les sartembours, qui sont de gros sats striés, et l'apparition d'espèces tropicales. On parle de barracuda en Méditerranée, de raimanta, mais de beaucoup d'autres espèces, comme par exemple le poisson-lion, qui ressemble à une grosse rascasse. Si bien qu'il y a raréfaction des espèces en limite de distribution. Et c'est le cas de très nombreux bivalves, d'un coquillage, l'arche de Noé, le spondyle, mais aussi la grande nacre dont je vais parler. Et puis, il y a des phénomènes de nécrose qui se manifestent chez ces grands arbustes, les gorgones pourpres, que l'on voit en pleine santé sur la première photo, mais en bas, atteintes par l'élévation de la température qui se maintient à un niveau très élevé, nous le voyons, on l'a vu encore cette année, mais il y a eu des crises à diverses époques, en 1999, avec
donc la destruction de ces polypes pourpres, vous voyez, et il ne reste plus que le squelette de la, de la, donc de la muraille, de la, pardon, de la, excusez-moi, je perds un peu le fil là. Voilà, donc de ces forêts de gorgones pourpres. Et donc, s'il vous plaît, il nous arrive de plus en plus, par le canal de Suez, il nous arrive de plus en plus de très nombreuses espèces qui couvrent tout le règne animal. Là, on a représenté des limaces de mer qui sont des mollusques extrêmement beaux, colorés, très présents en Méditerranée et qui nous arrivent progressivement par le canal de Suez jusque dans le bassin oriental et progressivement, ils vont gagner le bassin occidental, soit transportés directement par les courants, soit avec les eaux de ballast des navires et qui nous amènent de très nombreuses espèces à l'état de larve. Et comme sur Terre, ce que nous venons de connaître, ce que nous connaissons encore avec le Covid, eh bien, ça se produit aussi dans le milieu aquatique. Et il y a actuellement une véritable pandémie due à un protozoaire qui a décimé les populations de grandes nacres, qui est une espèce endémique de la Méditerranée. Et les populations ont été attaquées à partir de novembre 2016 et gagné progressivement toute la Méditerranée, depuis l'Espagne jusqu'en Turquie. Il s'agit d'un petit protozoaire qui était connu parce qu'il avait déjà décimé en 1957 la conchiliculture californienne, l'ostréiculture californienne. Et donc, vous voyez, c'était déjà connu depuis longtemps. Et comme en milieu terrestre, dans le milieu aquatique, vous avez en dormance de très nombreux virus qui sont mal connus dans le milieu marin, des germes et des parasites qui explosent avec le maintien de la température à un niveau très élevé. Nous avons connu ça depuis le mois de mai cette année jusqu'à la fin du mois d'octobre, des températures dans le milieu marin qui arrivaient encore à 40 mètres de profondeur à 24 degrés. Et au mois d'août, on me signalait dans la baie de Villefranche, où il y a un laboratoire de recherche réputé pour ses études sur le plancton, eh bien, à 60 mètres de profondeur, 26 degrés. Alors vous concevez qu'avec de telles températures, la biodiversité va régresser considérablement et on peut suivre cette régression depuis les années 90. Et puis, il y a de nouvelles algues, des algues envahissantes qui gagnent progressivement. Ce sont des algues duveteuses pour la plupart qui vont, vous le voyez sur la photo de gauche en bas, très duveteuses, sous l'herbier de Posidonie, qui fort heureusement n'est pas agressée par cette algue qui se maintient sur la roche à proximité. Une récente qui est apparue au mois de juillet dans le parc national des Calanques et celui de Porquerolles, d'ailleurs, c'est celle de droite, dite Lophocladia, qui est une espèce donc d'origine indo-pacifique. Et puis, il y a une algue qui avait été introduite dans les années 80, qui a défrayé la chronique, bien sûr, c'est la Colerpa taxifolia, qui s'est maintenue pendant une vingtaine d'années, qui s'est implantée dans l'herbier de Cimodossé, comme vous le voyez ici, dans la lagune du Brusque, mais qui était déjà un mutant. Et donc, progressivement, elle s'est épuisée génétiquement. Et aujourd'hui, bon, on en trouve un petit peu par-ci, par-là, mais bien intégrée dans l'écosystème. Comme celle qui est au-dessous, ici à gauche, et qui, elle, était apparue déjà très tôt, en 1920, dans la Méditerranée, et qui fait partie de l'écosystème aujourd'hui. Voilà, vous avez une fronde en bas, deux frondes qui dispersaient la colerpe, et il suffisait d'une fronde pour reconstituer un herbier complet de cette colerpe qui était apparue, on le sait maintenant, au droit du rocher de Monaco, en provenance de l'aquarium, parce que c'était un décor de l'aquarium du plus bel effet, cette algue fluorescente, et que l'on retrouvait dans d'autres aquariums de France et de Navarre. Et puis, aujourd'hui, il y a la cousine germaine de
Caulerpa taxifolia, Caulerpa racemosa, que l'on voit ici sur le récif barrière de la lagune du Brusque, à la lisière de l'herbier. Elle ne pénètre pas de l'herbier, elle est respectueuse et donc elle disparaît pendant la saison hivernale, puis elle réapparaît. Elle est caractérisée par ses frondaisons en forme de graines de raisin. C'est pour cette raison qu'on l'appelle Caulerpa racemosa. Voilà. Et donc, elle s'est installée depuis 20 ans maintenant et elle s'intègre comme beaucoup d'autres à l'écosystème. Mais par contre, d'autres sont très dangereuses, d'autres espèces sont plutôt dangereuses et vont modifier l'écosystème. Et alors, donc, il faut impérativement protéger cette biodiversité. Je viens de le dire, certaines espèces vont s'adapter au milieu et elles vont en quelque sorte prendre la place des espèces indigènes et des espèces autochtones. C'est le cas, par exemple, d'un poisson dit poisson lapin, qui est en concurrence avec un poisson végétarien de nos rivages, très abondant ici en Provence, la saupe. Ce n'est pas un poisson très apprécié culinairement, mais il est très abondant et actuellement, vous avez l'arrivée de ce poisson lapin qui est végétarien et qui prendra sans doute la place de la saupe. On ne peut dire si à l'horizon 2100, si à la fin de ce siècle, l'écosystème sera plus pauvre. On ne peut pas le dire. Il sera différent. Je ne peux pas assurer que, il sera différent. Par contre, vous avez des espèces, comme je le disais, d'origine atlantique, qui continueront à vivre dans le milieu atlantique. Bon, la biodiversité est donc un facteur de stabilité des écosystèmes et un écosystème diversifié présente une meilleure résistance aux attaques de toutes sortes, c'est évident. C'est un facteur de productivité de ces écosystèmes et il a été démontré que ces écosystèmes diversifiés sont plus productifs. Le nombre de niches écologiques utilisées augmente avec le nombre d'espèces présentes. Et les ressources sont aussi mieux exploitées, ce qui permet une production de biomasse plus importante. Et enfin, la biodiversité représente un vaste réservoir de molécules très actives qui peuvent être utilisées en pharmacopée et en médecine. Bon, alors en conclusion, on peut dire que la mer Méditerranée vit encore aujourd'hui à condition de l'aider et à condition de la protéger. Et il faut bien dire que les richesses marines sont immenses mais non inépuisables. Et donc, il faut préserver ce capital inestimable. Et dans le milieu de l'exploitation, notamment par la pêche, la seule forme de pêche qui s'intègre parfaitement à l'écosystème, c'est la pêche artisanale qui est représentée ici par ces pêcheurs. Et c'est celle qu'il faut soutenir et mettre l'accent sur la limitation ou la suppression de la pêche au chalut, qui est une nuisance considérable pour les fonds, et de la pêche industrielle. Donc, homme libre, toujours tu chériras la mer, mais pour qu'elle continue à vivre, encore faut-il qu'elle redevienne un espace de paix et de liberté. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, je pense avoir tenu les 45 minutes. Je suis passé assez vite sur certains problèmes que j'aurais voulu plus développer, mais bon. Non, mais merci beaucoup, Nardo. C'était une présentation très complète. Par contre, je disparais de l'écran. Alors, que se passe-t-il? Normalement, votre caméra est toujours allumée, donc nous, on vous voilà, voit bien. Mais j'ai quelque chose. Ah, voilà. Voilà. Il y a des annonces publicitaires qui sont apparues. C'est la plaie, vraiment. Hein. Une autre forme de pollution. Alors, on a plusieurs questions. Oui, j'espère. Qui ont surgi pendant le déroulé de la présentation. Si je les prends relativement dans l'ordre chronologique, j'ai deux questions sur les gorgones. La première, c'est de savoir à quelle vitesse
les gorgones croissent-elles? Alors, si vous dites les gorgones, je peux associer le corail rouge aussi, parce que ça pousse très lentement. Les gorgones poussent plus rapidement que le corail rouge. Pour faire, pour le corail rouge, une branche comme ma main, il faut 25 ans. Pour les gorgones vont se développer à l'aide de polypes. Les polypes, ce sont les individus qui constituent l'ensemble de la colonie, comme chez le corail rouge, comme chez d'autres colonies de cnidaires que l'on voit souvent associées aux gorgones également sur la roche, c'est par des zoanthères. Et donc, la larve se développe en pleine eau. C'est une larve ciliée qui va se fixer et qui va se développer en un individu. Et autour de cet individu va se commencer à se former le squelette chitineux. Et donc, le polype va s'intégrer à ce squelette chitineux qui le protège. Et donc, progressivement, ce squelette va se ramifier, le squelette chitineux et le squelette calcaire du corail rouge, pour former ces sortes d'arbres sous-marins qui constituent aussi, au même titre que l'herbier sur le littoral, une véritable forêt. Donc, on comprend que ce soit un processus très long, effectivement. Voilà. Et donc, ensuite, malheureusement, avec les nuisances et puis maintenant le changement climatique, la destruction est beaucoup plus rapide. Et ce, jusqu'à grande profondeur. Vous avez les gorgones qui se développent tranquillement jusqu'à 50 et même plus de profondeur et qui, malheureusement, avec l'élévation à la température, comme je vous disais, qui s'est maintenue jusqu'à fin octobre à 24 degrés, cette année, véritablement, il y a eu une catastrophe dans la forêt de Gorgone, une destruction terrible, et on se demande si ça va repartir cette fois-ci. Parce que lors des crises 99-2003, pas de problème, tout n'avait pas été détruit. Il y avait simplement, on le voyait très bien sur l'une des photos, et donc il y avait eu reconstruction de massifs de Gorgone, 99-2003. Je crains que ce soit très très long. D'accord. C'est un véritable cimetière. Ok, on avait une autre question d'Éric Mathieu cette fois au sujet de la mort de la gorgone violette, mais je vais peut-être lui donner la permission de parler s'il est d'accord, comme ça il vous posera sa question. Mais avec grand plaisir. Donc, Éric, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre. Oui, bonjour et merci pour cette super présentation. Oui, j'ai un peu accéléré à un moment donné, je voyais l'heure parce que j'ai mon réveil à côté. Je me disais, il faut que je tienne les 45 minutes. Sinon, j'étais parti pour 1 heure et plus. Hein. C'est clair, il y a de quoi dire. En ce qui concerne la gorgone violette, donc on l'a vu, elles sont toutes mortes au-dessus de 25 mètres et Oui. voire un peu en dessous. Et quel va être l'impact sur le reste de la chaîne qui vit en symbiose avec la gorgone au niveau habitat, alimentaire? Quelles sont les espèces qui vont être touchées par la disparition de la gorgone? Alors, les espèces qui vont être touchées, ce sont d'autres cnidaires comme les hydraires, par exemple. Vous êtes plongeur? Oui, biologiste, oui. Et biologiste, c'est qui plus est. Voilà. Donc, les hydraires, déjà, qui vont plus pouvoir se fixer. Il y a des algues sciaphiles qui se fixaient aussi, notamment à la base. Et par contre, bon, c'était un abri considérable pour de nombreuses espèces de poissons. Eh bien, ces poissons-là n'auront plus les abris, bien entendu. Voilà, mais il est évident que le couvert de la roche, tout le coralligène, va être modifié. Il va y avoir des espèces prédominantes, comme il était déjà en partie, comme les algues calcaires. C'est évident.
comme les éponges, les éponges qui subissent aussi une destruction considérable à cause de l'élévation de la température. Vous avez de nombreuses éponges, je ne sais pas, vous avez dû le remarquer si vous avez plongé, qui semblent s'écouler. Elles se nécrosent, puis elles se détruisent vraiment sous forme de lambeaux. Très bien. Merci pour cette réponse complète. On a une autre question, cette fois-ci de Caroline. Alors, on a deux questions. En fait, Eric avait une deuxième question. Peut-être qu'il veut reprendre la parole. Comme ça, on lui laisse Oui, le merci. micro. Ma question est au sujet de la Pinna nobilis qui a disparu sur toute la Méditerranée, quelle que soit la température, puisque même le Maroc est touché, etc., même les eaux plus chaudes. Donc, est-ce que c'est dû à l'augmentation de la température, le développement du protozoaire, ou un autre phénomène, une attaque Alors, donc, je l'ai dit rapidement que le groupe des Haplosporidae est connu depuis longtemps et qu'il avait un Haplosporidium nelsoni, ce n'est pas Haplosporidium pinae, qui semble être une nouvelle espèce selon les découvreurs et ceux qui l'ont dénommé, qui sont des chercheurs des Baléares. Haplosporidium nelsoni avait décimé l'ostréiculture californienne, Crassostrea virginica, en 1957. Et le groupe est bien connu, il y a de nombreuses familles, et l'une d'elles avait décimé, chez nous, à l'étang de Thau, à Arcachon, l'huître portugaise. Et donc, comme nous sommes très intelligents, n'est-ce pas, nous avons introduit l'huître japonaise. Et avec elle, on introduit des spores de diverses algues. C'est le cas aussi avec la palourde, Philippinarum. Et donc, par exemple, à Thau, une spore introduite avec Crassostrea, l'huître japonaise, et il y a une algue, c'est une laminaire, Undaria pinnatifida, qui pousse de 50 cm en un mois et qui fait le bonheur des restaurants japonais ou chinois de 7. Bon, alors certains ont prétendu, comme pour le cas des États-Unis, ont prétendu que ce pouvait être un parasite introduit par les eaux de ballast aussi. Bon, on n'a pas détecté de navire japonais dans le coin, et donc le découvreur de Haplosporidium pinae estime donc que c'est une nouvelle espèce. Ça se discute encore aujourd'hui. Cela étant dit, il est vrai que avec l'élévation de température, vous avez l'autre espèce, Pinna ruilis, qui est arrivée depuis le début des années 2000 par le détroit de Gibraltar et qui, elle, est une espèce africaine qui s'est parfaitement adaptée au milieu. Et j'ai d'ailleurs une carte de la Costa Blanca espagnole où les deux espèces sont bien intriquées, l'une et l'autre. Alors, Pinna nobilis a été décimée donc progressivement depuis l'automne 2016 et c'est arrivé en juin 2018, j'étais présent à Banyuls et progressivement par les courants dès 2017, c'était sur la côte corse à Ajaccio avec une mortalité déjà de 80%. Une branche d'un courant est arrivée sur la Côte d'Azur avant la Provence et a commencé à décimer la population au parc de Monaco, la réserve du Larvoto. Et en dernier lieu, et puis ça a gagné progressivement depuis Perpignan sur la côte languedocienne jusqu'au delta du Rhône, où il persiste des nacres vivantes, de même que dans les lagunes, car elles ne sont pas été affectées là par le parasite, lequel parasite n'a pas affecté non plus Pinna ruilis. Donc c'est très intéressant.
Et j'ai fait passer une thèse en juin 2020 à Alicante. C'était un étudiant d'Alicante qui a travaillé sur l'île de Tabarka. Et sur l'île de Tabarka, bien, il y avait une population qui progressivement était affectée, Pinna nobilis, et Pinna rudis persiste. Et il a trouvé un hybride. Et nous sommes en train d'ailleurs d'étudier le génome de cet hybride. Voilà. Alors donc, on peut associer à la fois le milieu lui-même où, comme je le disais, il y a en dormance de très nombreux virus que l'on connaît mal encore dans le milieu marin, des germes et des parasites qui sont en dormance. Et avec l'élévation de la température et le maintien à un niveau très élevé pendant des mois, des semaines et des mois, ils explosent et ils s'attaquent à de nombreux organismes. Et bon, on parle de la grande nacre, mais vous avez l'arche de Noé, pareil, qui est décimée. J'ai cité à un moment donné le spondyle. Le spondyle était très apprécié des plongeurs, des premiers plongeurs qui le qualifiaient d'huître à charnière. Une coquille très épaisse avec une valve inférieure collée sur la roche et la valve supérieure portant des piquants grands comme mes doigts et qui tombaient. Il ne restait plus que... Et elle a disparu, il a disparu ce spondyle depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Et on s'est dit, bon, ça n'avait pas été étudié, on s'est dit, bon, c'est peut-être un parasite, c'est peut-être un virus. Bon. Aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, je vois réapparaître les spondyles sur d'autres supports et en particulier sur mes nacres. Et des spondyles de 2 cm de diamètre. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'il y a peut-être des cycles et que ça réapparaît à la longue. Or, aujourd'hui, nous suivons l'espèce Pinna nobilis. Pinna rudis arrive progressivement et on nous en signale tous les jours. Hein. Pinna nobilis qui se maintient dans les étangs, notamment les étangs de Corse et les étangs de Thau, avec des populations très denses qui se renouvellent. Donc, c'est très intéressant parce qu'on se dit, on peut peut-être maintenir ces populations et lorsque le parasite aura disparu, réensemencer le milieu littoral. Eh bien, depuis quelques jours, on me signale des Pinna nobilis vivantes en divers points du littoral méditerranéen. Le dernier, avant-hier, on m'a envoyé la photo, une Pinna nobilis bien vivante. Vous connaissez la Ciotat, l'anse du Mugel, là. Et au mois de mars, un plongeur me signalait une autre nacre, Pinna nobilis. Il m'avait envoyé la photo, bon, il s'avérait que ça en était bien une. Je suis allé plonger dans la baie de Cassis, 6 mètres de profondeur, dans une touffe d'herbier que nous continuons à suivre. J'en ai fait une petite note brève dans notre revue. Eh bien, j'ai l'impression, j'attends de relever mon capteur larvaire impatiemment le 1er décembre, peut-être aurai-je une surprise. Bon, on espère qu'il y aura d'autres J'espère exemples comme ça de belle résilience. Espérons-le, espérons-le. J'ai une toute dernière question parce qu'on a très peu de temps maintenant, malheureusement, mais je vais laisser Caroline Paris prendre la parole pour vous poser sa question. Hop, Caroline, je pense que... Bonjour, Caroline. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Oui, ok, bonjour. Merci pour votre enthousiasme. C'est vrai que je vais plonger autant que faire se peut autour de la presqu'île de Gien et j'ai vraiment pu observer cet été les Posidonies et les gorgones qui ont disparu, qui sont devenues toutes blanches et en fait, une fois qu'elles sont mortes, elles ne peuvent pas se régénérer, je pense. Hein, c'est ça. Non. Voilà. Et j'avais une question. À condition qu'il y ait une partie qui n'est pas affectée, ce qui se passait en 99-2003. D'accord. Et en fait, vous avez parlé du poisson lapin
Oui. vous disiez qu'effectivement, il prenait la place. J'avais plein de questions, mais je choisis Il celle-là. pourrait prendre la place. Qui pourrait prendre la place de la SOP. Et pour quelle raison, en fait? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de nutriments ou pour quelle raison il prend la place? Pourquoi ils ne peuvent pas vivre ensemble? Alors, déjà, pour quelle raison ces espèces-là arrivent-elles chez nous? Mhm. Pour quelle raison? Déjà, une réponse, c'est le changement climatique, Effectivement. le réchauffement des eaux. Voilà. Donc, si elles commencent à s'adapter à ce milieu et que ça ne convienne plus du tout à l'espèce locale, autochtone, eh bien, il est possible que progressivement, il se constitue une véritable population de Siganus. Pour l'instant, nous ne pouvons rien dire. Il apparaît un individu par-ci, par-là. Moi, j'en ai vu un à Carilroué, d'autres m'ont signalé en d'autres secteurs du littoral provençal, mais c'est ponctuel. Alors que vous avez une espèce beaucoup plus prolifique, pour l'instant, bon, il y a quelques individus, hein, le poisson-lion, c'est vrai qu'il est beaucoup plus prolifique que celui-là, hein, et qui commence à envahir le bassin oriental. Parce que Bon, ce sont chez des nous, poissons végétariens, c'est ça? oui. D'accord. Donc elles prennent, en fin de compte, elles prennent l'espace Le des. lion, non, le lion n'est pas Le lion, végétarien. non, ouais. Vous me parlez Mais du Siganus, oui. ouais. Le poisson lapin. Bon, il y en a d'autres qui sont extrêmement dangereux. Le Lagocéphalus, par exemple, qui a été trouvé, bon, il a déjà provoqué des accidents en Israël et en Égypte. Le Lagocéphalus, qui est comparable au fougou japonais et qui sécrète une neurotoxine. Donc, il y a eu des morts en Israël et en Égypte, et il y a 3 ans de cela, les pêcheurs tunisiens en ont repêché un, l'ont mangé, et il y a eu 2 morts. Donc, il y a des poissons beaucoup plus dangereux que d'autres, c'est évident. Et qui sont plus néfastes pour l'écosystème. Ok. Ok. Bon, Merci. malheureusement, on doit interrompre là nos échanges, mais c'était vraiment très, très, très intéressant. Merci encore de votre temps et de votre présentation. Voilà. On rappelle à tous les participants qu'elle sera disponible un petit peu plus tard. Donc, la vidéo sera disponible plus tard en ligne. Et donc, tous ceux qui en feront la demande. Il faut me pardonner parce qu'à un moment donné, j'ai eu un petit problème qui est local. Il n'y a absolument aucun problème, pas de C'est ce souci. qui m'a un petit peu perturbé. J'avais un petit problème local que Pierre connaît bien. Vous êtes complètement pardonné. C'est gentil. Merci encore, merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci à vous aussi. J'espère avoir le bonheur de venir vous visiter un jour parce que vous faites des choses extraordinaires. Vous avez un outil fabuleux et que j'aimerais bien visiter.